C'est un moment rare qu'on a vécu hier, la double présence du couple franco-allemand devant le Parlement européen. La dernière fois, c'était Kohl-Mitterrand, c'était en 89 après la chute du mur. Hier, la chancelière Angela Merkel et le président français François Hollande ont remis ça pour venir dire l'absolue nécessité d'un renforcement de l'Europe face à la crise migratoire. Plus d'Europe. Ce matin, notre invité pour commenter cela n'est pas un politologue, ni même un politicien, mais un généticien, un essayiste. Bonjour Axel Kahn. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être dans nos studios de Lausanne ici jusqu'à 8h. J'ai dit que vous n'étiez pas un politicien, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez quand même tenté... Je m'intéresse un peu à la politique. Vous vous intéressez un peu à la politique, vous en avez même fait un peu. Vous étiez au Parti communiste, j'ai vu ça quand vous étiez jeune. Et puis, oh, ça fait bien longtemps. Ça fait longtemps. Et puis, mais quand même plus proche de nous, il y a 4-5 ans, vous étiez sur les listes du PS dans la deuxième circonscription de Paris. J'étais présenté par le PS contre François Fillon, c'était pas mal. Hein. Oui, c'était pas mal contre l'ancien Premier ministre. Vous avez perdu. Cela dit, la politique, c'est terminé pour vous ? À vrai dire, vous savez, quand je me suis présenté contre François Fillon, si le Parti socialiste me l'avait proposé, c'est qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Autrement, un socialiste y serait allé. Donc c'était sans enjeu réellement de faire de la politique. C'était pour moi un très très beau défi. Et puis j'étais président d'université dans l'une des parties de la circonscription. Et là, je voulais l'emporter, le 5e arrondissement, le quartier latin de Paris. Et au quartier latin de Paris, j'ai devancé François Fillon de 10 points, c'est pas mal quand même. Oui. Mais comme il y avait également le 7e arrondissement autour de l'école militaire et de la Tour Eiffel, là, il m'a devancé de 50 points, ce qui au total, évidemment, fait que j'ai perdu, mais c'était écrit d'avance. C'était écrit d'avance. On va revenir à des considérations politiques, et notamment ce qui s'est joué hier devant le Parlement de Strasbourg. On l'a dit, c'est un moment rare, peut-être même historique. Madame Merkel, Monsieur Hollande, pour dire qu'il faut plus d'Europe face à la crise migratoire. Vous l'avez vécu comme un symbole, 25 ou bientôt 26 ans après la chute du mur. C'était Kohl-Mitterrand, Angela Merkel, Hollande. Ça a le même poids, le couple actuel franco-allemand que le couple ancien. Déjà, ça a un poids sur un domaine extraordinaire. Des fois, et c'est, je crois, l'une des racines d'une impression de divorce entre les peuples et l'Europe qui existe, c'est qu'on a l'impression que l'Europe a perdu le sens des valeurs. Lorsqu'il s'est agi de la réunification de l'Europe, il y avait effectivement le sens des valeurs qui était le premier plan. De la même manière, vous vous rappelez le symbole à Verdun de François Mitterrand et Kohl. Se tenant la main. Voilà, main dans la main. Et là, pour ce qui est de l'attitude de l'Europe en tant que telle, vis-à-vis des réfugiés, évidemment, les valeurs sont en cause. Qu'est-ce qu'ont dit les deux responsables, la chancelière et le président ? Ils ont dit, quand des personnes mettent leur vie en danger pour se réfugier, tant le péril est grand, les accueillir pour leur permettre en tout cas de se poser un moment, ça n'est pas même un geste de générosité, c'est un geste d'humanité, c'est-à-dire c'est totalement enraciné dans l'un des points sur l'une des bases de la construction européenne. Et évidemment, ça, c'est important que les deux plus importants pays de l'Europe le rappellent. C'est un geste d'humanité, dites-vous. Cela dit, François Hollande a aussi fait son mea culpa hier. Il l'a dit, l'Europe a tardé à comprendre que les tragédies au Proche-Orient ou en Afrique n'étaient pas sans conséquence pour elle. Il a raison d'avoir fait ce mea culpa. Au fond, est-ce qu'il est crédible quand il dit ça ? Écoutez, il a d'autant plus raison que on va dire que l'Europe et les Occidentaux, en règle générale, ne sont pas totalement innocents du chaos régional. On ne va pas rappeler la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak, ce qui s'est passé en Libye. Ce sont des éléments qui ont joué un rôle non négligeable dans la déstabilisation majeure de toute cette partie du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique. Donc, en effet, ce serait extraordinaire tout de même qu'avec notre responsabilité morale, mais également notre responsabilité historique et politique, l'on s'en désintéresse. Il faut accueillir tout le monde, Axel Kahn, je vous pose la question comme ça. Et si oui, comment ? Parce que l'intégration, c'est le défi absolument majeur qui va se poser et qui se pose à l'Europe et à nos pays. Comment faut-il faire ? On ne peut pas dire ça. Il y a deux positions qui sont impossibles. La première position, c'est de dire on ne leur tend pas la main, alors je vous ai dit, c'est simplement un geste d'humanité. Ils sont en danger de mort et d'ailleurs ils mettent leur vie en danger. Et l'autre chose qu'on ne peut pas dire, c'est aucun problème, venez tous, on accueille tout le monde, on vous garde. La gauche dit ça, une partie de la gauche dit ça. Il y a une sorte de gauche un peu naïve et bien pensante qui dit ça. Elle peut le dire, mais pour quelle raison ça n'est pas non plus acceptable ? Parce qu'on est dans un continent qui vit, on est content de cela, c'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres, qui connaît la démocratie. Et donc, on ne peut pas envisager
cette question indépendamment de ce qu'en pensent les Européens démocratiquement. Alors qu'on essaye de faire changer d'avis aux Européens, évidemment, mais que l'on prenne en considération notamment leurs sentiments, c'est aussi une exigence de la démocratie. Absolument. Et là, on est au cœur du débat parce que là, je reprends aussi une phrase. Il a eu des phrases fortes finalement, François Hollande hier. Il dit le souverainisme, c'est le déclinisme. Bon, on voit ce qui se passe avec les pays d'Europe de l'Est. On entend Merkel et Hollande qui disent la réponse à l'Europe qui ne va pas, c'est plus d'Europe. Moi, j'ai envie de dire plus d'Europe, oui, peut-être une Europe autrement. D'abord, le souverainisme, c'est le déclinisme. Comment comprendre, comment entendre l'écho des peuples aujourd'hui qui disent « nous, on ne veut pas, on ne peut pas accueillir tout le monde ». Comment tenir compte de ça ? Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde et la situation des États est très différente. Comment voulez-vous, par exemple, que la situation dans laquelle se trouve l'Allemagne, où le taux de remplacement par couple est de 1,27 enfants, et donc pour elle, accueillir des immigrés est vital. 1 million, c'est une pour question l'instant, de ils en vie ont et de 1 million. mort. Oui, c'est ça. Et la France, où le taux de remplacement doit être de l'ordre de 2,1 enfants par couple, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, n'a pas de problème démographique, la situation est évidemment différente. Ça veut dire que la France doit en accueillir, a raison de ne pas en accueillir autant que l'Allemagne ? Enfin, je pose la question non, comme pas ça. pour l'instant. Pour l'instant, il y a, je vous ai dit, une action concertée qui est une action d'humanité. Mais maintenant, on est en train de parler d'une politique à long terme. Premièrement, on espère bien que ces peuples malheureux dont la population s'enfuit retrouveront la stabilité. Et on ne peut pas accepter de les vider totalement de leur force vive. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle il faut accueillir ces gens, les traiter dignement, les aider, et ensuite les aider à se réinstaller pour reconstruire leur pays, c'est tout de même absolument évident. Un autre élément qui est, je crois, très important. L'Europe est forte. Et en plus, l'Europe, la France, mon pays en particulier, fait du commerce avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres pays. Pour quelle raison? Parce que si on peut accueillir des réfugiés dignement en les aidant, il vaut mieux les accueillir dans des pays qui sont proches du théâtre des opérations, qui sont riches, où il y a de la place. Pour quelle raison on n'utilise pas l'influence qu'on a éventuellement sur ces partenaires que nous avons, l'Arabie Saoudite pour ce qui la concerne, les Émirats Arabes Unis? Pour quelle raison on n'utilise pas notre influence pour leur dire, écoutez, c'est pas possible votre position. Vous armez une partie des belligérants, vous êtes partie prenante dans cette affaire-là et vous refusez, alors que vous en avez les moyens, d'accepter le moindre réfugié. Ça, on doit le faire aussi. Alors pourquoi, pour quelle raison la France ne joue pas de cette influence-là? Peut-être qu'elle n'en a pas autant qu'on le dit en Arabie Saoudite. J'ai l'impression, malheureusement, j'ai l'impression que dans ce partenariat, nous sommes un tout petit peu dépendants. D'ailleurs, vous avez remarqué que le niveau des protestations contre les décapitations dans l'un de ces pays partenaires est tout de même, on va dire, modéré. Oui, c'est un euphémisme. Cela dit, comment la France devrait procéder avec l'Arabie Saoudite, par exemple? Lui demander d'accueillir des réfugiés sur son terrain, sur son territoire? Concrètement, qu'est-ce qu'on devrait faire quand on... Moi, je pense que devrait faire le président Hollande, là? Je pense vraiment... Alors, c'est compliqué parce que, honnêtement, je ne suis pas naïf. Hein. Les intérêts commerciaux, c'est important. Ça passe avant tout le reste. L'achat des Mirages, c'est important. L'achat des vedettes Mistral, c'est pas l'Arabie Saoudite qui les a achetés, mais c'est l'Arabie Saoudite qui les a payés. Donc, c'est également important. Tout ça, c'est important. Cela étant dit, puisque ce sont des partenaires et des amis, on peut dire, sans dénoncer qui que ce soit, calmement, écoutez, nous sommes face à un vrai drame humanitaire. Nous, on est prêts à prendre notre part. On est assez loin du théâtre des opérations, mais on a une responsabilité. Vous, vous avez aussi une responsabilité. Vous êtes beaucoup plus près et vous avez plus de moyens que nous. Essayons de discuter notamment de cela. Comment on partage l'effort commun? Axel Kahn, l'intégration, bon, c'est un mot aussi qu'on brandit à toutes les sauces, mais évidemment que c'est le défi majeur qui attend ces pays, qui attend la France, qui attend l'Allemagne, qui attend la Suisse aussi. Comment intégrer ces populations diverses, d'ethnies différentes, pour ne pas dire de race, parce que c'est un mot dont on va discuter tout à l'heure, après les propos de Nadine Morano, etc. Mais comment intégrer? On a vu la France des années 60 intégrer les Algériens ou ne pas intégrer les Algériens. On a vu ce que ça a donné. Les anciens harkis aussi, etc. Comment réussir ce défi-là aujourd'hui? Vous avez quelques pistes, vous qui êtes généticien, mais politique aussi, vous êtes intéressé à la génétique des populations. Qui va vous donner des recettes, autrement ça se saurait. Hein.
Mais vous en avez des recettes? Parce que là, c'est un peu la notion d'intégration contre celle d'inclusion. Ça, je reprends les propos et les thèses de M. Finkielkraut, que vous connaissez évidemment très bien. Lui dit la France n'a pas intégré, la France, ces gens-là sont inclus. Et c'est ça le drame. Comment procéder à l'intégration et non pas à l'inclusion? Comment faire la différence? Contrairement à Alain Finkielkraut, et sans tomber dans le communautarisme accepté par exemple outre-Atlantique, je considère que la République française, que la démocratie, à partir du moment où on exige naturellement que tous les membres des différents groupes respectent totalement les lois de la République et rien que les lois de la République, on n'a pas à demander à la totalité de ces groupes de se convertir exactement aux mêmes valeurs et pourquoi pas à la même religion, à la même absence de religion. Il peut y avoir une diversité avec un point commun qui est effectivement, si l'on veut habiter un pays, il y a des lois que la démocratie a données à ce pays et ces lois, on les applique. En France, il y a également la loi de la laïcité. La loi de la laïcité doit naturellement être respectée par toutes les populations qui viennent. Cela étant dit, il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est que si on ne trouve pas des emplois pour ces personnes, elles ne seront jamais intégrées, car il y aura la double peine. La double peine, tout d'abord, que connaissent les personnes sans emploi, et puis celle de l'étrangeté avec le rejet par le regard de l'autre. Donc, petit 1, il faut effectivement regarder quelles sont les possibilités de trouver un emploi pour les autres chômeurs français et pour eux également, ça c'est tout à fait important. Il ne faut pas que ça serve de monnaie, on va dire, d'échange et d'ajustement à un patronat éventuellement sauvage qui voit tout à fait l'intérêt qu'il y a de disposer de ce personnel pour peser sur les salaires, pour peser sur les lois sociales. Par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose, on comprend bien qu'on puisse s'en inquiéter. Mais ça veut dire qu'il faut refuser du monde. Une fois qu'on aura trouvé cela, le problème, effectivement, c'est celui de l'intégration. Et dans mon pays, c'est compliqué, c'est un grand débat. Dans mon pays, et c'est sur ce point-là, je suis d'accord avec Finkielkraut, pas sur tous les points, on n'a pas encore fait mieux, à condition qu'on le conçoive dans l'ouverture et dans la tolérance, on n'a pas encore fait mieux que la laïcité. C'est-à-dire qu'on est une société plurielle, chacun a sa religion, il a la liberté évidemment de pratiquer sa religion. Cela étant dit, cette religion s'arrête à l'orée de la chose publique. Aucune loi religieuse ou communautaire ne peut l'emporter sur les lois de la République. Aucune communauté religieuse n'a une prééminence morale sur les autres. Voilà. Oui, c'est très clair, la laïcité. Axel Kahn, alors venons à cette notion de race. Là, vous êtes généticien, vous allez pouvoir nous répondre. Je connais drôlement bien ça, le problème des races, absolument. Allons-y, qui a été remis au goût du jour, si j'ose dire, par une certaine Nadine Morano, ancienne ministre de M. Sarkozy. La France est avant tout un pays de race blanche. Que lui répondez-vous? Alors, tout d'abord, je ne polémique pas avec Nadine Morano, parce que, elle est pas là pour vous répondre, j'en ai rien à faire de Nadine Morano. Ouais. Ça mais sur l'idée qu'elle totalement. Sur l'idée qu'elle remet au goût du jour. Mais simplement, il faut rappeler des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une race? Une race, c'est un groupe d'individus dont les individus au sein de ce groupe se ressemblent plus qu'ils ne ressemblent à n'importe qui de l'extérieur. Quand vous avez des Saint-Bernard, par exemple, ou des caniches, il n'y a pas de problème. Tous les Saint-Bernard se ressemblent, ils ressemblent beaucoup plus qu'à un caniche. C'est ça une race. Les races humaines, ça n'existe pas dans ce sens-là pour deux raisons. La première, c'est que, imaginons en Europe, on va partir de l'Europe. Vous partez d'Oslo. À Oslo, on est très blanc. À Paris, on est un peu plus mat. Et puis à Marseille, encore un peu plus mat. Et puis à Alger, encore un peu plus sombre. Et puis à Tamanrasset, encore un peu plus sombre. Et puis à Niamey, encore un peu plus sombre. Et on arrive à très noir. Et par conséquent, il n'y a pas de coupure. Il y a en réalité un gradient continu. C'est tout à fait contraire à la notion de race. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on sait très bien quelle est l'histoire du peuplement de l'Europe. Il y a 70-75 000 ans, il y a un petit groupe d'Africains, sans doute noirs, pour se protéger contre les rayons du soleil, qui ont quitté l'Afrique. Et puis à mesure qu'ils sont allés vers le nord, ils ont eu un problème. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de soleil pour activer la vitamine D et éviter le rachitisme, qui évidemment est extrêmement préjudiciable. Et donc, la sélection naturelle a sélectionné les peaux de plus en plus blanches. Et troisièmement, race noire et race blanche. Prenez les aborigènes d'Australie, ils sont très noirs. Ils ont beaucoup plus de points communs, pour les raisons que je viens de vous dire, beaucoup plus de points communs avec les Scandinaves d'Oslo qu'avec les Noirs africains. Sur le patrimoine Donc parler génétique. de race blanche et de race noire, il faut dire ce qui est, c'est une totale absurdité. Alors voilà pour la notion de race. Parlons de la notion de culture. C'en est une autre. Les pays d'Europe de l'Est nous disent que le multiculturalisme ne marche pas. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison aussi, au fond, quand on voit ce qui s'est passé en France, quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays? À chaque fois qu'il y a des tensions dans un pays, notamment des tensions économiques,
il n'y a pas de doute que le risque existe, que cela se cristallise par une confrontation entre les communautés. On l'a vécu au Liban. Moi, je me rappelle qu'on parlait de cet extraordinaire exemple de la Suisse du Moyen-Orient, le Liban, et puis on se rappelle la Yougoslavie. La Yougoslavie est tout à fait intéressant par rapport au racisme. On va faire, si vous voulez, la connexion entre les deux sujets. Yougoslavie, il y a des Slaves du Sud. Yougoslave, ça veut dire Slaves du Sud. Il y en a qui sont musulmans, d'autres qui sont orthodoxes et d'autres encore qui sont catholiques. Ils se font une guerre d'une cruauté avec tous les stéréotypes du racisme sans qu'il y ait du tout réellement de race. Donc c'est vrai, en effet, l'existence de multiples communautés, ne serait-ce que religieuses, quand il y a une tension pour une autre raison, c'est un risque, il faut le savoir. C'est la réalité. Vous répondez laïcité, mais est-ce que ça suffit face à cela? Écoutez, ça ne suffit pas. Ça saurait, là encore, ça suffisait. Mais on en a bien besoin quand même. Que dit aussi, de quoi Nadine Morano est-elle le nom, si je peux poser la question comme ça? Qu'est-ce qu'elle exprime en parlant de race blanche? Vous avez démonté totalement le terme de race. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi d'autres intellectuels, philosophes. Je ne veux pas encore citer pour la 200e fois Michel Onfray, mais qui fait appel de plus en plus au peuple de France, à ce beau peuple de France. Il n'est pas le seul. Ça veut dire quoi du débat intellectuel français et de la société française aujourd'hui, Axel Kahn, tout ça? De la part de quelqu'un comme Michel Onfray, il y a également, si vous voulez, un goût de la provocation. Quand Onfray publie un bouquin sur la théologie, un autre bouquin contre la psychanalyse, c'est aussi un polémiste. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, non, je vais vous dire. Et Onfray, il commence à poser des problèmes comme ceux que j'ai posés, en disant il faut accueillir tout le monde quand ils sont en danger, mais évidemment, ensuite, c'est absurde. On ne peut pas envisager leur solution indépendamment de la démocratie. Donc, ce qu'en pensent les gens. Quand Onfray dit ça, immédiatement, il se fait taper dessus par toute une série de bien-pensants. Les bien-pensants dont je parlais tout à l'heure. Hein. Absolument. Et ça le fout hors de lui. Et ensuite, c'est le cercle vicieux, parce que plus il est agressé de cette manière-là, plus il en rajoute parce qu'il est provocateur, et on arrive à cette solution. Il faut pouvoir se poser ces problèmes. Moi, vous m'invitez à Lausanne aujourd'hui, voyez que je n'ai pas la langue de bois. Je pose les problèmes. C'est pour ça que quand vous invite, lui dit que la gauche française est morte, Onfray dit ça. Momentanément, elle est vous qui avez disons, sous goutte à goutte, et je vois bien que le flacon est en train de s'arrêter et de se vider. On va parler de la Suisse, si vous êtes d'accord. La Suisse qui reste largement méconnue en France. Je la connais très bien, la Suisse. Alors, peut-être pas vous, mais ça, c'est l'avis de François Garçon, qu'on a déjà reçu plusieurs fois sur cette antenne, Dominique Choffat, dans son dernier bouquin, La Suisse, pays le plus heureux du monde. Tiens. François Garçon est franco-suisse, il habite en France, mais il nourrit pour notre pays une admiration sincère. Il s'exprime ce matin dans les colonnes de 24 heures et de la Tribune de Genève, et il est sévère, François Garçon, sévère à l'égard des Français qu'il juge assez ignorants et assez fiers d'eux. Il n'y a qu'à voir l'élite s'exprimer dans une autre langue que le français pour percevoir cette envie de rester entre soi. Les rares Français qui s'intéressent à la Suisse voient notre pays comme une variante alpestrée d'Andorre ou de Monaco. C'est comme ça que vous voyez la Suisse, Axel Kahn? Moi, pas du tout. Mais qu'il y ait besoin de se mieux connaître, c'est vrai. Et de ce point de vue-là, incontestablement, beaucoup de Français connaissent mal la Suisse. Mais le sentiment, tout de même, global est plutôt un sentiment de sympathie. Mais voyez, il se trouve que hier soir, j'étais avec 9 amis à faire un très très bon dîner, 9 Suisses par conséquent, et ils m'ont posé un feu roulant de questions sur la France. Des fois, je me suis dit qu'il y avait quelques stéréotypes également. Lesquels? Qu'est-ce qu'on aurait comme stéréotype sur les Français ou la France? La France, ce pays où on ne travaille plus, où on n'aime pas travailler, c'est faux, etc. C'est faux. Oui, c'est faux d'ailleurs, il faut regarder les chiffres. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille 39 heures en moyenne par semaine en France, c'est-à-dire on est dans le premier tiers européen. La productivité en France est parmi les bonnes productivités dans le pays. Et puis il y a naturellement des difficultés, il y a des rigidités, etc. Donc tout est, si vous voulez, plus nuancé que parfois le voisin et ami n'en a conscience. Et moi, je suis un homme de la nuance. L'image que vous avez de la Suisse est donc une image sympathique, mais en développant un peu. Pour vous, la Suisse, c'est quoi, Axel Kahn ? Il y a un élément pour lequel la Suisse, mais d'abord, c'est un très beau pays. Je suis extrêmement admiratif de sa réussite économique, même si à l'heure actuelle, il est plutôt en difficulté momentanément, on le sait. Par ailleurs, quand je me suis baladé dans mon pays, vous savez que je viens de traverser 2 fois la France à pied. 2 diagonales, oui. Voilà, 4000 km à pied pour vraiment voir ce qui se passait. Et une des choses que j'ai ramenées de ces voyages, c'est
qu'un des éléments qui permet d'expliquer que des régions françaises, des territoires comme je dis, vont beaucoup mieux que d'autres, c'est l'attachement à ce territoire des populations qui l'habitent. Or, le phénomène de l'attachement cantonal en Suisse intervient dans le succès de la Suisse. J'en suis totalement persuadé. Et je vois une cohérence entre les deux éléments. Et ça, c'est un des éléments pour lequel je jette un regard intéressé, sympathique et, par certains aspects, admiratif sur la Suisse. Maintenant, est-ce que je trouve que la Suisse a toujours eu raison de bâtir une partie de sa richesse sur le secret bancaire, c'est-à-dire, en réalité, sur la prime à la moins-disance, voire même à l'acquisition frauduleuse? Ben non, je ne pense pas que la Suisse a eu raison. C'est fini, ça. Je suis également nuancé. Oui, c'est fini. C'est fini. De toute façon, le secret bancaire, Axel Kahn. Et on vous invitera à venir faire de la marche en Suisse. Et on va terminer sur un sujet scientifique, pour le coup, c'est le prix Nobel de chimie pour les découvreurs d'une boîte à outils, Simon Cortet. Oui, d'une boîte à outils cellulaire. C'est la jolie image du Tagesanzeiger pour présenter le trio qui vient de remporter la distinction. Le Suédois, l'Américain et le Turc ont identifié la manière dont nos cellules réparent chimiquement notre patrimoine génétique et le conservent. En clair, rappelle le journal, l'ADN qui se trouve dans toutes les cellules peut être endommagé, il y a des agressions de toutes sortes, la fumée ou les rayons UV du soleil. Tant d'agressions d'ailleurs que pendant très longtemps on s'est demandé pourquoi les cellules ne se détraquaient pas davantage. Grâce à nos trois chimistes, on comprend mieux le fonctionnement de cet atelier de réparation et aussi lorsqu'il y a défaillance quand la cellule devient cancéreuse. Là, on touche au cœur de vos travaux. Vous félicitez de ce prix-là, de ce prix Nobel-là, Axel Les Kahn? phénomènes de réparation de l'ADN sont d'une importance extrême. Ils jouent un rôle, vous l'avez rappelé, un rôle clé dans deux phénomènes qui nous importent un peu. Le premier est l'apparition et le développement des cancers, la résistance des cancers aux médicaments anticancéreux. Et le deuxième phénomène, on n'a pas encore trouvé totalement le moyen de l'éviter, c'est le vieillissement. Oui, le vieillissement est associé également aux dégâts qui s'accumulent, qui sont des dégâts des acides nucléiques et de l'ADN. Par conséquent, il s'agit de travaux d'une extraordinaire importance et ces prix Nobel sont les bienvenus, naturellement. Cela dit, je vous ai lu quelquefois, pour vous, la thérapie génique n'est pas la panacée. Oh, je n'ai jamais dit que c'était la panacée. Ce sera une thérapie de créneau. Il y a des maladies qui seront éligibles à la thérapie génique. Et puis par ailleurs, les petites pilules, les petites piqûres, etc., ça restera les médicaments dominants pour l'avenir aussi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ici à Lausanne, Axel Kahn, généticien, essayiste et un peu politique aussi. C'est terminé, vous n'y retoucherez plus à la politique. Je vous ai posé la question au début de l'interview, vous n'avez pas vraiment répondu. C'est pas mon truc. C'est pas votre truc. J'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Je me suis amusé comme un petit fou. Mais ça va, je fais autre chose maintenant. Vous marchez notamment. Bonne journée Axel Kahn et vous écrivez.